Sud Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et nous commentons l'actualité avec Sophie de Menton qui a déjà commencé à parler. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Alexandre Malafaille, bonjour. Président du think tank Sinopia. Je précise que vous êtes légèrement enrhumé et que c'est pour ça que vous gardez votre masque avant que nous ayons des messages d'insultes sur les réseaux. C'est une bonne prophylaxie. Quand on a quelque chose, il vaut mieux protéger les autres. D'ailleurs, en Asie, les gens portent des masques tout le temps. Mais surtout l'hiver, quand ils ont quelque chose, quand on n'a rien, c'est pas la peine de jouer au con. Voilà, c'est-à-dire de porter un masque systématiquement en tout temps, en toute heure. Voilà, ça c'est pas à mon avis une bonne mesure de vie. Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris, et Alexis Bachelet, bonjour également à vous. Bonjour. Maire adjoint à Colombes, vous êtes chef d'entreprise, vous avez été député. PS, faut-il suivre l'exemple autrichien et confiner les non-vaccinés? On en parle avec vous. Zemmour a-t-il dérapé en pointant la responsabilité de François Hollande dans les attentats du Bataclan? On va revenir sur un sondage donc, qui a été assez peu commenté, qui a été commandé par Sud Radio et fiducial à l'IFOP. Marine Le Pen serait plus présidentiable qu'Éric Zemmour. Bref, tous ces sujets. Et puis je crois qu'on va beaucoup parler aussi, enfin un petit peu parler peut-être des LR, du débat LR qui avait lieu. Deuxième débat, je ne sais pas pourquoi ils vont en faire combien? 3, 4. Voilà, on parle de tout cela avec vous. Un petit coup de gueule, Nicolas, pour commencer avec vous. Je commence. Et oui, alors mon coup de gueule cette semaine, c'est sur le montant de la dette de la capitale française, qui est Paris. 7,1 milliards de dettes prévues pour 2021, ce qui représente plus de 3 000 euros par habitant. Et si on compare avec Marseille, c'est 1772. Pourtant, Marseille est connue pour être une ville très dépensière. Si on prend Lille, c'est 1505. Si on prend Lyon, 769, et si on prend aux éditeurs toulousains Toulouse par exemple 408. Donc on a une dette extrêmement importante qui est en augmentation de 12% par rapport à l'année dernière et plus 84% depuis le débat d'Anne Hidalgo. Alors le problème cette année en plus, c'est qu'il y a un problème de rentrée. De recettes. Et on risque d'avoir un excédent brut qui risque de passer au négatif. C'est-à-dire qu'on peut être en cessation de paiement, on peut ne pas payer les salaires ou les frais de fonctionnement. Les recettes sont en baisse pour une raison, 44% de recettes en baisse cette année. Alors elles sont simples. Il y a eu des exonérations des terrasses, il n'y a pas eu la taxe de séjour, il n'y a pas eu de stationnement de voitures, tout ça pendant le Covid. Et puis parallèlement, il y a une hausse du RSA, puisque je rappelle que la ville est aussi un conseil départemental, donc il y a eu une hausse du RSA et du plan de soutien. Mais surtout, il y a le problème, et ça équivaut en gros à une enveloppe de 500 millions, il y a le scandale des loyers capitalisés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, la mairie de Paris a une politique de logement qu'elle veut appliquer à tout prix, comme dans toutes les communes, c'est 30%. Hidalgo a décidé vraiment de l'appliquer 30%. Et donc, comme à Paris, il n'y a pas de terrain foncier, on ne peut pas construire des logements, on préempte des immeubles, on préempte des maisons pour ensuite les transformer en logements sociaux. Et la ruse d'Anne Hidalgo, c'est de demander aux futurs bailleurs sociaux, ceux qui ont pour 20 ans, 30 ans les logements HLM, de verser en une fois 50 ans de loyer. Ce qui équivaut en fait à une rentrée de recettes, l'équivalent de 20, 30 ou 50 ans de loyer. Ça a été autorisé exceptionnellement en 2016 par François Hollande, mais elle continue de le faire et on ne sait toujours pas d'ailleurs cette année si le ministère de l'économie accepte de cette astuce, entre guillemets, mais extrêmement dangereuse, parce que finalement, on pourrait presque dire, ce sont des comptes insincères. C'est un peu limite. Voilà. C'est d'autant plus vrai que Rachida Dati est en train de regarder comment on peut, non pas l'interdire de gestion, mais si... Enfin, alors non, mais c'est ça. Mais Rachida Dati, ma présidente, et je serai en conseil on rentre là demain dans 4 jours de conseil de Paris qui vont être très houleux, je pense très chaud. Et ma présidente, puisque je suis vice-président du groupe Changer Paris, on va demander éventuellement la mise sous tutelle de la ville de Paris pour justement budget insincère, car là il y a un vrai souci. Alors, je ne sais pas si Alexis Bachelet a quelque chose à dire. Ah si, oui. On est beaucoup moins endetté que la ville de Paris à Colombes. C'est facile, vous allez me dire. On est à 1281 € par habitant. Ouais.
qui est en dessous. Mais après, il faut prendre la moyenne par ville de même strate. Hein. Ouais. Oui, Faut quand même. comparer, parce que dans l'absolu, c'est ça. paraît, C'est on pas parle de chiffres comparable. énormes, Mais c'est vrai qu'il y a. C'est normal, toutes les villes sont endettées, et si on n'était pas endetté, on ne pourrait pas investir. Donc on ne pourrait pas construire d'écoles, on ne pourrait pas. Oui, mais refaire les routes, endetté vous voyez, jusqu'à un certain point. Au-delà de l'endettement. En fait, c'est comme pour les ménages. Vous pouvez vous endetter si vous avez des recettes qui vous le permettent. Et voilà. Parce que quand vous voulez acheter un appartement, vous passez chez le banquier et il vous demande quoi? Il vous demande vos feuilles de revenus, bien sûr. vos extraits d'impôts et vos feuilles de salaire. Si vous êtes très bien doté, si vous avez un bon salaire, vous pouvez faire un très gros emprunt. Et d'ailleurs, l'essentiel de la dette. Le raisonnement ne se tient que si on compare l'évolution des recettes, parce que je suis certain que l'évolution des recettes à Paris, elle a aussi été bonne. Allez, Enfin, il y a la bonne gestion. La bonne gestion, c'est de faire des économies. Or, ce qu'on peut claquer en mettant des choses inutiles. C'est d'investir aussi quand il faut pour développer sa ville. Ouais, faut développer sa vie. Allez, On va pas Sophie, revenir dessus. c'est l'heure du journal. Il est bientôt 11h sur Sud Radio. À tout de suite pour continuer les débats. À tout de suite. Les débats sur Sud Radio. On commente l'actualité avec Alexis Bachelet, maire adjoint de Colombes, ancien député PS, chef d'entreprise, Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris, Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On va revenir sur ce qui se passe en Autriche, l'Autriche qui a décidé de confiner les non-vaccinés. Faut-il suivre cet exemple en France? Beaucoup de questions encore autour de ceux qui ne sont pas encore vaccinés aujourd'hui. Éric Zemmour a-t-il dérapé en pointant la responsabilité de François Hollande dans les attentats du Bataclan? Marine Le Pen plus présidentiable qu'Éric Zemmour, c'est ce qui ressort d'un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Et puis, si on a le temps, bien que ce soit un sujet majeur, la crise des migrants entre la Biélorussie et la Pologne, que fait l'Union européenne? On continue notre tour de table. Je vais peut-être, moi, avant qu'on entame les sujets un petit peu plus sérieux, c'est mon coup de gueule est sérieux. Ce matin, il y a la une du Parisien, c'est ce que Cédric Jubilard, vous savez, cet homme qui est en prison suspecté d'avoir tué sa femme. Il y a toute la procédure dans le journal. C'est-à-dire que là, c'est un coup de gueule concernant cela, mais c'est d'une manière générale, même quand un politique ou n'importe qui est en prison et que l'affaire est un petit peu pas en prison, accusé et que l'affaire est un petit peu médiatique. Il n'y a plus de secret d'instruction. D'un seul coup, tout est dans le journal. Je trouve ça invraisemblable, atterrant, aberrant. Et en plus, en principe, alors ça dépend des circonstances, etc., mais il y a un secret de l'instruction. Alors il faut voir à quel moment il se situe. Il n'est jamais respecté. On n'en parle même plus jamais. Non. Ça fait partie de la justice, d'alerter les médias et de jouer avec les médias. Et ça, je trouve ça très grave. La grande difficulté, c'est qu'en fait, il y a des règles, mais elles ne sont pas respectées, bien sûr. Mais surtout, il n'y a pas d'enquête a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les responsabilités. Et il n'y a personne qui, à un moment donné, se fait coller au mur pour dire la fuite, c'est vous. Donc vous êtes assistant de magistrat, greffier, vous êtes policier, etc. Vous êtes suspendu. Tant qu'on n'aura pas pris des mesures comme ça, la loi sera bafouée. Alors il faut décider que finalement tout est public. Après tout, pourquoi pas? C'est le cas dans certains pays. Mais dans ces cas-là, la règle du jeu doit être claire pour tout le monde. Alors les journaux le savent, mais eux, ils ont alors le secret des sources. Alors là, je vous raconte pas. Ça, c'est préservé pour les médias. Non, c'est une vraie tradition française. Le secret de l'instruction qui est dévoilé dans la presse a toujours été comme ça. Ça, c'est vraiment c'est inacceptable. J'ai trouvé que c'était quand même c'est limite. La une du journal. Alexis, vous êtes d'accord ou pas? J'imagine. Il y a toujours un petit temps. En fait, il n'y a pas de secret, il y a plus de secret d'instruction, mais depuis très longtemps. Oui, ça a toujours été comme ça. Mais ça dépend vraiment. En fait, ça dépend si vous êtes médiatique ou pas. C'est ça. Si c'est une affaire médiatique ou médiatisable, c'est un truc à modifier immédiatement. Il y a toujours quelqu'un qui trouve le moyen d'avoir accès aux détails de l'instruction, et ça fait très très longtemps que c'est comme ça, mais c'est une tendance lourde, quoi. Soit par les avocats, soit par les juges, parce que les avocats ont aussi accès, donc ça fait quand même... C'est vrai, mais il y a quelque chose d'antinomique et de scandaleux, c'est parce que par contre, le secret des sources est tellement préservé pour la presse, qu'il peut avoir accès à n'importe quoi, qui a le droit de rien donner. Non, c'est normal si le secret d'instruction est aussi préservé. Oui, bien sûr. Il y a une enquête, absolument. Et puis bien évidemment, ce relais médiatique permet ensuite d'influencer. Bien sûr.
bien évidemment les stratégies des avocats et du procureur, c'est évident. Et puis me vient un autre coup de gueule, je suis en verve aujourd'hui. C'est la manière dont les médias ont traité le faux enlèvement de cette adolescente. Je crois que vous aussi, Sophie, ça vous a exaspéré. Elle a menti, certes, c'est pas bien, certes, mais alors disserter pendant des heures avec un psychologue, un médecin, un pompier, un machin, un gendarme. Avec un type, moi j'ai regardé ça, il était au milieu de la forêt, de nuit, absolument. à 20h30, avec un micro, en disant il n'y a rien à commenter, elle n'était probablement pas là. Mais je crois que les chaînes d'infos avaient à ce moment-là quelque chose à se reprocher, parce qu'elles avaient tellement fait sur effectivement cette disparition de cette jeune fille, qu'à un moment, ils étaient bien obligés de revenir sur cette... et presque de s'excuser un peu. On n'était pas obligé d'en faire 2 jours, effectivement. Pas un plateau avec un psychologue, un gendarme, un policier, un avocat. Et comme disait Sophie, avec surtout un reporter sur place, au milieu du champ, avec rien derrière, pour expliquer qu'il était tout près de la maison de l'ex-disparu. Il ne se passe rien, il n'y a rien à voir. Non. On ne peut pas commenter, il y a le mec qui est dehors avec son micro. C'est merveilleux. Non, mais là, on est dans la dimension un peu voyeuriste des médias, et en particulier des chaînes d'infos, qui étaient avec gourmandise préparées au pire. Oui. Et heureusement, ça n'était qu'une sorte de fugue. Moi, c'est ce que j'avais dit à certains amis. Quand la jeune fille commençait à s'en mêler les pinceaux sur ses explications, je me suis dit, je pense qu'elle a tout simplement fugué. Et que oui, moi je trouvais ça bizarre. C'est une adolescente et elle a du mal à dire la vérité, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que les médias, on avait fait tellement avant. Mais les médias, par rapport à cette adolescente, c'est traumatisant. Attends, laissez-le terminer. Oui, non, Alexis. Mais voilà, c'est les travers de l'information immédiate, vous voyez. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir la vérité tout de suite, ils ont anticipé. Donc, ils commençaient à imaginer des enlèvements, des séquestrations, des choses horribles. Et puis, finalement, la jeune fille a été retrouvée. Et là encore, ils ont pris un peu le parti de dire peut-être qu'effectivement, elle a été enlevée, donc c'est crapuleux. Et puis, finalement, non. Quoi. Voilà, c'est le problème. La vérité est... Parfois, la vérité est nue. C'est le problème de l'information. Tout simplement, voilà. C'est le problème de l'information en continu, comme disait Coluche, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Et attendez, on n'a pas fini, parce que j'imagine qu'elle va aller chez Hanouna, ou qu'il va y avoir dans Paris Match une triple page sur une interview exclusive. Sauf qu'elle est mineure, elle a eu un moment de déséquilibre, je ne sais pas du tout. On va refaire le débat, c'est parti. Non, c'est pas ça. Elle est mineure et que tout ce qui s'est passé est terriblement traumatisant et embêtant pour la suite. Et donc, on ferait mieux d'arrêter ça net. Arrêtons net. Alors, je crois que les mineurs allaient bientôt avoir le droit de voter parce qu'ils étaient déjà parfaitement à maturité. Voilà, allez, arrêtons net. Sophie, coup de gueule. Oui, alors là, je vais me faire mal voir par vous, Valérie, parce que je n'en peux plus de la victimisation des femmes. Et ce soir, dans Le Monde, paraît un article signé par 200 femmes extrêmement féministes qui veulent, entre guillemets, écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de la vie politique. Et je n'en peux plus. Le tout en écriture inclusive. On peut déjà, celles et ceux, on n'en peut plus du celles et ceux. On est déjà les candidats et candidates, parce que, je veux dire, on a finalement supprimé, on s'attaque à la grammaire. La grammaire serait sexiste. Et donc c'est extraordinaire de s'attaquer à notre langue, déjà. Ça c'est un point qui m'exaspère. Et ensuite de ça, ça finit, voilà, c'est insupportable. Mais qu'est-ce qui est insupportable ? Ils veulent un MeToo politique. Ils veulent un MeToo politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Sur le principe, pourquoi pas, quand même. Mais pourquoi pas ? C'est le principe de la loi. S'il a été condamné, c'est ce que disait... Il faut arrêter d'attaquer les hommes systématiquement. Ne doivent pas être écartés pour eux. Parce que maintenant, tout a été aussi... Vous avez un homme qui fait un compliment ou qui vous prend par le cou. Mais si, c'est insupportable. On va repartir là-dessus. Ça n'arrête pas. Moi, je veux dire, entre le compliment et l'homme qui se jette sur vous et qui vous viole, il y a la main aux fesses, il y a quand même une différence. La notion de viol a été... Je on va pas reviendrai pas dessus. Non, mais c'est vrai. Maintenant, est appelé viol tout geste à des pratiquement. Non.
la définition du viol, c'est une pénétration. C'est une pénétration. Non, du tout, c'est fini. Si. Non. Le viol légalement. Bon, on va pas refaire. Oui, on va pas refaire. Mais je comprends pas votre propos. Moi, je trouve qu'il y a un acharnement féminin, entre guillemets, de certaines féministes qui n'ont plus rien à voir, qui sont haineuses de tout, ça fait partie également d'une tendance du mouvement woke, où les femmes sont des victimes. Mais oui, c'est vrai, les femmes sont des victimes comme les autres, point. Mais peut-être qu'elles ont été victimes pendant longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de ces 8 femmes dans Libération la semaine dernière à propos de Patrick Poivre d'Arvor. Elles étaient hier soir dans C'est à vous. Ce qu'elles décrivent est absolument glaçant. Elles accusent pas. D'abord, lui avait dit oui, personne ne vient me le dire les yeux dans les yeux. Elles accusent, elles viennent sur un plateau le dire, et ce qu'elles ont raconté, c'est un système organisé. C'est le même process. J'attends qu'il soit accusé, qu'il y ait une accusation, etc. Parce que de toute façon, elles sont accusées. Qu'est-ce que vous racontez? Les faits sont prescrits. Voilà. Elles accusent. Il y a deux sujets, en fait, dans ce que dit Sophie. Il y a deux sujets qui méritent attention. Le fait qu'on ait envie de défendre la cause des femmes en tant que femme, en tant qu'homme, etc. Tout ça, je ne vois pas au nom de quoi on l'interdirait. Et en effet, si des gens ont commis des actes répréhensibles, qu'à un moment donné, ils soient mis au banc de la société et qu'ils payent leur dette aussi de cette manière-là, ça pose pas de problème particulier. Après, il y a le sujet de l'écriture inclusive qui est effectivement un autre sujet. Et après, pardon. Non, mais c'est vrai que quand c'est écrit comme ça. Non, c'est deux choses différentes. Juste terminer. Non, mais comme l'écriture inclusive et dénonciation. Non, mais je voudrais juste terminer mon raisonnement parce que c'est vrai que ça fait partie de cette mouvance où là, tout d'un coup, on amalgame la façon de traiter les problèmes et effectivement, on diffuse quelque chose qui n'est pas utile à ce stade parce que l'écriture inclusive, elle n'apporte rien, d'une part. Et deuxièmement, il y a dans ces féministes, parfois de temps en temps, certaines qui véhiculent ce qu'on appelle la haine des hommes. Ce qui est le cas de cet élu du Conseil de Paris. Voilà. Et là, on franchit une deuxième ligne. Mais là, on est dans un autre exactement. Voilà, mais c'est tout cet amalgame-là qui pose problème. Pour le reste, par contre, je crois qu'il faut dire les choses et ces femmes ont le droit de le faire. Il faut dire les choses et quand on voit aussi la première MeToo française, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Moi, j'appelle ça un dommage collatéral. Je suis désolée. Oui, c'est un dommage collatéral. Elle l'a pas accusé de viol. Elle l'a pas accusé de viol. Elle a gagné son procès. Elle ne l'a pas accusé de viol. Elle a dit que c'était un porc. Finir ce que je dis. Il est allé en cassation. Elle a perdu tous ses procès. Elle a gagné. Et à la fin, vous savez pourquoi elle a gagné? Non. Vous savez? Elle a gagné parce que de toute façon c'était une bonne cause. Voilà le motif. Mais enfin, attendez, lisez-le, regardez, c'est un scandale. Il a arrêté d'ailleurs. Il a dit j'en peux plus. Il a ruiné sa vie. Il avait rien fait. Il a arrêté. De poursuivre. Il était au bout de son. Il était au bout. Il était au bout du bout. Alexis. Cette femme. Non, mais il était au bout du procès. Il allait à la Cour européenne. Non, peut-être pas. Mais il n'y avait plus que ça. Mais Alexis, vous vouliez répondre? On vous entend pas, Alexis. Ça a coupé. Mais vous mélangez un petit peu tout, Sophie. Oui, mais tout se mélange en ce moment. C'est bien le problème. Oui, c'est-à-dire que les vrais cas. Quand vous écoutez ces femmes qui n'ont pas parlé pendant 20 ans, qui aujourd'hui pendant 1000 ans. Non, mais je parle en l'occurrence de certaines qui aujourd'hui je ne vais pas prendre de cas précis parce que je ne vais pas m'immiscer dans ces cas précis où il y a des cas qui méritent effectivement absolument qu'il y ait un procès et que je sois coupable. Mais aujourd'hui, et on le connaît dans les entreprises, une femme, et pourquoi pas, vous allez me dire, parce que ça fait 200 ans qu'on s'est tu, mais une femme qui se plaint, elle a gagné. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 1% des procès pour viol seulement aboutissent à quelque chose. Je parle pas du procès. Je dis dans une entreprise, quand vous voulez obtenir quelque chose, vous dites que cet homme vous a un peu harcelé. Je veux dire on est en train de dévier. Oui, mais il faut le prouver, Sophie. Il faut le prouver. Oui, il suffit pas de le dire. Non, c'est pas toujours vrai. Attendez. Je pense que Sophie, vous faites référence notamment aux États-Unis, où il y a maintenant dans les entreprises des cours pour éviter le harcèlement sexuel de part des autres, d'ailleurs des hommes, pour leur dire attention, un geste déplacé. Un homme ne prend plus l'ascenseur avec une femme. Et là, on devient dans une société totalement aseptisée qui n'est plus gérable. Non, mais il y a des excès. La semaine dernière, en revanche, effectivement, il faut reconnaître ces excès. Un de mes invités me disait qu'un prof à Sciences Po n'osait plus appeler ses élèves mademoiselle. Donc, évidemment qu'il y a des excès. Il y a un moment. Pourquoi mademoiselle? Parce que le mot est interdit, c'est ça? Parce que. Et non pas madame. Mademoiselle et non pas madame, parce que c'est supposé. C'est supposé qu'elle est vierge. Qu'elle est supposée être célibataire et donc dragable, entre guillemets. C'est pour ça. Alors, je réponds à Sylvie. Je respecte évidemment la présomption d'innocence. J'accepte totalement la contradiction et je pense que le débat, il est là-dessus. Les accusatrices n'ont pas forcément raison. Il y a certainement. Non. Sauf que quand vous vous mettez à la place d'une femme et que vous voyez ce qu'elle se prend dans la figure quand elle accuse un homme de viol, je suis pas sûre
sûr que vous ayez vraiment envie que ce soit médiatisé. Je pense que ça pense que ça reste une humiliation. Je pense que ça reste une épreuve. Le viol est horrible. Je pense qu'il y a un basculement. Mais de l'afficher, qu'on écrive, quand on tapera votre nom, Sophie de Menton, viol, vous n'aurez pas envie, vous n'avez pas envie de ça. Et c'est ce qu'elles ont raconté, ces femmes, hier soir, en particulier, en l'occurrence. Et évidemment, Patrick Poivre-d'Arvor bénéficie de la présomption d'innocence. Complètement. Donc, et voilà. J'y tiens beaucoup. Allez, on y revient. On va passer au sujet des LR. Peut-être qu'Alexis nous dira peut-être un mot quand même sur les femmes, mais je pense qu'on ne peut pas globaliser ni d'un côté ni de l'autre. À tout de suite. On continue notre tour de table et ça nous amène sur le sujet des LR, de ce deuxième débat hier qui était sur BFM TV. Alexandre, vous, c'était un coup de cœur et Alexis Bachelet vous apportera la contradiction dans un instant. Alors pourquoi coup de cœur pour ce débat? Écoutez, coup de cœur parce que au-delà des idées, je trouve que sur le fond et sur la façon de dérouler le débat, ça s'est plutôt bien passé, c'était intéressant. Là encore, je dis, on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux sur certains sujets. D'ailleurs, il y a des grosses lacunes dans les raisonnements ou dans les projections. Mais au-delà de ça, ils étaient très complémentaires. L'addition de l'ensemble en fait, des points de vue des uns et des autres permettait d'avoir une assez bonne vision de ce que porte aujourd'hui la droite républicaine. Donc de ce point de vue-là, c'était utile. Le fait qu'ils aient évité de se taper dessus, comme le premier débat, là aussi, ça fait du bien d'avoir une politique... Même s'ils étaient un peu animés, d'ailleurs, par moment, c'est très bien. Ça peut pas faire de mal. Mais voilà, on comprend mieux les uns les autres, on voit les personnalités émerger. En tout cas, ça permet de se faire une bonne idée de ceux qui seront amenés après, demain, à mener la campagne pour le compte des Républicains. Et je voudrais terminer pour dire que, en revanche, évidemment, il y a quand même en creux tout ce que la Macronie n'a peut-être pas très bien fait sur ces sujets régaliens. Là aussi, c'était très intéressant parce que là, on voit quand même bien tout d'un coup le retour de toute une série de sujets thématiques qui ont été un peu abandonnés. En revanche, moi, je les mets en garde quand même sur un point, c'est que notamment sur la question des migrants en général et de l'immigration, je trouve qu'il y a un niveau de proposition et de surenchère et de mise en œuvre derrière, sur un plan technique, que ce soit sur un plan constitutionnel. Non, attendez. Je voudrais juste pour terminer, juste pour dire que voilà, je voudrais pas que c'est un conseil que je leur donne, qu'après il y a un effet déceptif trop fort, parce que c'est pas le tout de dire les choses comme elles sont dites. Et deuxièmement, il y a un point quand même complémentaire, c'est que l'immigration reste aujourd'hui utile par rapport aux besoins de main d'œuvre. Et quand on dit zéro immigration, à un moment donné, il y a toute une série de filières dans lesquelles aujourd'hui, sans l'immigration, on est à poil dans les entreprises. L'immigration zéro n'existe pas. Vous avez totalement raison, et j'ai failli faire un coup de cœur là-dessus. J'ai pris un coup de gueule, mais vous avez parfaitement raison. En revanche, quelque chose qui m'a stupéfait, c'est que personne n'a parlé de définir dans quelque partie que ce soit les missions régaliennes de l'État. Nous n'en sortirons pas, et c'est l'objet d'ailleurs de mon livre, nous n'en sortirons pas si nous ne redéfinissons pas les missions régaliennes de l'État. Jusqu'où va l'État? Jusqu'où est-ce qu'on sous-traite? Comment on appuie ces missions défense, justice, affaires étrangères, c'est ça le régalien. D'accord, oui, mais personne n'en parle. Par contre, on a le droit de tondre la pelouse et peut-être fonctionnaire à vie, le statut de fonctionnaire, à qui, quand, etc. C'est un sujet fondamental. Il reste deux autres débats. C'est vrai qu'on n'a jamais encore abordé la réforme de l'État. Et ça, c'est vraiment le gros chantier qu'il faut faire du prochain quinquennat. D'où les erreurs d'ailleurs de Macron, parce que cette Macronie n'a pas réussi ça. Il n'a pas réussi la décentralisation. Et il aurait pu. Et il aurait souhaité, d'ailleurs, il n'a pas pu. Alexis Bachelet, c'était un coup de gueule sur le niveau du débat LR. Oh non, c'est drôle. Trop facile, Alexis. Oh non. Non, en fait, Alexandre a quasiment tout dit. Qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre? Il a quasiment tout dit. Mais alors vous le présentez d'une autre manière, peut-être, vous? En fait, moi, je repars de la fin de son intervention. Où effectivement il y avait quand même beaucoup de choses caricaturales, voire même étonnantes, notamment effectivement le débat sur l'immigration. Parce que là, on avait quand même un concours de propositions, une sorte d'alignement sur la ligne Zemmour. Et on a l'impression qu'ils essaient de courir derrière, et avec une déconnexion complète de ce que peut faire aujourd'hui un État comme la France. Quand on entend Michel Barnier dire que quand même, la CEDH, ça suffit, et que la justice européenne, il va falloir remettre tout ça à d'équerre. Quand on connaît le parcours de Michel Barnier, on se frotte les oreilles, quoi. Enfin, on hallucine complètement. Après, effectivement, moi, je me dis, où est la droite modérée, même les centristes de droite,
je ne sais pas comment ils se reconnaissent dans ce débat-là. Moi, je me reconnais. L'émigration n'est pas modérée. Alors, moi qui suis un centriste et qui a été écarté de cette primaire, puisque cette primaire est fermée, je me reconnais entièrement dans les propos qui ont été dits hier soir, sauf effectivement de ceux de Ciotti sur l'immigration. Alors, moi, j'ai un jugement un peu biaisé parce que je soutiens Valérie Pécresse, mais j'ai trouvé que sur Valérie Pécresse, notamment sur l'immigration, elle était très claire. Alors, je ne vais pas dire ça parce que j'ai un peu participé à l'élaboration de son projet là-dessus, mais c'est très clair. Je suis honnête, mais c'était clair, c'était limpide, c'est réalisable. Le fait de demander l'asile au départ, le fait pour l'immigration irrégulière de traiter les dossiers très rapidement en un mois. Excellent. Tout ça tient debout. Oui. Elle dit pas que, contrairement à d'autres, l'immigration zéro n'existe pas parce que l'immigration zéro n'existe pas, c'est vrai, et qu'il y aura toujours une immigration irrégulière parce qu'on ne peut pas mettre un policier tous les 10 mètres à chaque frontière et qu'il faut essayer de lutter pour. L'histoire des quotas votés par le Parlement chaque année en fonction des tranches économiques me va parfaitement. Non, je suis désolé, c'était totalement... La droite a vraiment remonté dans mon estime parce que totalement bien tenu et ça tenait bien la route. Et je trouve qu'ils ont repoussé beaucoup trop tard cette histoire. Ils parlaient entre eux, ça a été catastrophique pour leur image. Et je trouve franchement que là, moi en tout cas, ils sont vraiment remontés dans mon estime. Oui, mais je suis assez d'accord avec Alexis Bachelet sur l'immigration, c'est-à-dire sur l'espèce de concours Lépine de propositions entre Xavier Bertrand. Des solutions. Oui, mais qui sont pour la plupart inapplicables. Valérie, pourquoi vous dites ça sur l'immigration ? Sur ce que proposait Xavier Bertrand, en l'occurrence, de faire une sorte de c'est lui qui proposait ça, une sorte de permis à points. Ah oui, non, mais ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on a effectivement, le nom a été prononcé, Éric Zemmour, qui leur impose d'être encore plus. Oui, puis il y a un coup de pied dans la fourmilière et les Français lui sont reconnaissants. Tout ça dépendra aussi du référendum qu'il faudra passer, faire adopter par les Français. Et là encore, je le dis, c'est pas gagné parce que c'est une chose de faire campagne sur ces thématiques-là, voire d'être élu parce qu'à un moment donné, il y a un deuxième tour et qu'il y a un vainqueur. Mais après, changer la Constitution sur ces sujets-là, bon courage. Hein. Ouais. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio 10h midi. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, pas mal de sujets, on n'aura pas le temps de tout traiter. Je voulais qu'on évoque, est-ce que vous voulez parler de l'exemple autrichien, confiner les non-vaccinés face au retour de l'épidémie. Donc l'Autriche, vous l'avez entendu, a décidé de reconfiner les non-vaccinés. Évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour en France. Heureusement. Oui, mais on a un ministre qui disait que tout était sur la table. Alexis Bachelet. Oui, je crois que on a souvent dit pendant cette crise que telle ou telle décision n'était pas à l'ordre du jour, vous voyez. Oui. Et puis finalement, en fonction de la situation sanitaire et du développement de la pandémie ou bien de sa régression, eh bien, à chaque fois, il a fallu ajuster les choses et mettre en place des réponses à la hauteur de la situation. Donc aujourd'hui, la chance de la France, c'est qu'on est globalement plus vaccinés que les autres pays européens. On est dans le peloton de tête des pays les plus vaccinés. Je crois qu'il y a le Portugal qui est devant nous et 3 ou 4 autres pays. Et coup de chapeau, parce que coup de chapeau, tout le monde a hurlé, le président de la République a obligé tout le monde de se vacciner. Et donc c'est vrai que la France subit moins fortement aujourd'hui le rebond épidémique. Je ne sais pas s'il faut appeler ça la 5e vague, mais enfin bon, on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs en Europe et la situation est moins bonne. Mais si d'aventure les indicateurs devaient se dégrader et qu'à nouveau à l'hôpital on avait des risques de saturation, eh bien la question de reprendre des mesures plus drastiques serait posée, même si le pass sanitaire est déjà en soi un niveau de contrainte qui est extrêmement important, mais contrairement à des choses qu'on a entendues parfois, y compris sur cette antenne, on voit bien quand même que ça a permis d'adapter la couverture vaccinale, puisque beaucoup de gens ont pris conscience avec la mise en place du sanitaire qu'il valait mieux être vacciné. À défaut de comprendre les enjeux sanitaires, au moins ils se sont dit ça va nous faciliter la vie pour aller au restaurant, pour se déplacer, etc. Et que finalement, sans aller jusqu'à la vaccination obligatoire, eh bien aujourd'hui on a un taux de couverture qui nous préserve un peu mieux. Est-ce qu'on ne va pas y arriver? Alors, Alexandre Malafaille. J'ai un point assez critique. Moi, cette espèce de tendance au fanatisme sanitaire me fait très peur.
Autant je comprends toute une série de mesures et je pense qu'il faut tous faire très attention quand on joue avec la santé des uns et des autres. Mais en revanche, cette espèce de distinction qui se fait en disant vous êtes de ne pas vacciné, donc vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Pourquoi pas demain avoir un signe distinctif visible ou pourquoi pas avoir un signe distinctif électronique. Non, mais je fais attention. Attention. Oui, mais attendez, je le dis parce qu'à partir du moment où on commence à faire des listes. À partir du moment où il y a deux tas, il y a un tas de bons citoyens. Oui, mais pourquoi il n'y aurait pas de liste? Les listes, elles existent. Et à partir de là, on rentre dans un monde qui est celui du contrôle sanitaire, qui sera utilisé, y compris par le big business, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'enjeux. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Regardez, personne n'aurait pu imaginer il y a 2 ans ce qu'on allait traverser. Regardez ce qu'on a traversé. Regardez l'héritage qu'il en reste et qui va en rester. C'était inimaginable. Je peux vous garantir que si on n'est pas vigilant sur un plan philosophique sur ces questions-là, on risque effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais je veux dire que le contrôle sanitaire va devenir une autre façon d'organiser la vie en société et que peut-être que ça posera des problèmes en matière de liberté, de respect individuel. Vous savez, moi, je peux comprendre comme que des gens disent je veux être d'accord avec ce qu'on m'injecte. Ça, donc, je comprends. Voilà. Oui. Et bien, donc, ça pose la question de. Pas en cas d'épidémie, de pandémie. Mais attendez, l'obligation, quand il s'agit d'une injection, vous parliez tout à l'heure de viol. Je ne vais pas faire de parallèle parce que ce serait déplacé. Mais quand même, quand on vous dit que vous n'avez pas le choix. Alors, je comprends qu'on ne puisse pas faire la vaccination obligatoire parce que ça veut dire quoi? On fait quoi avec des gens qui ne veulent pas? On va les chercher, on les pique de force? Ça n'est pas possible. Donc, la vaccination obligatoire, elle n'est pas applicable. Donc, on prendra sans doute pas ce type de loi. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'une société, en démocratie. Oui, mais dans ces cas-là, la barre, c'est les réglages avec le pass sanitaire. L'hôpital, je suis d'accord, mais écoutez, il y a aussi la liberté. Vous pouvez pas piétiner systématiquement la liberté au nom de tous les autres motifs. Votre liberté, vous non, mais je sais, ce n'est pas ce que j'ai regardé. Il y a moyen d'être intelligent. Vous voyez, ce matin, moi, je suis enrhumé, j'ai mis un masque. On peut trouver toute une série de protections. Les gens sont pas comme ça. Mais si, les gens sont beaucoup plus comme ça. Arrêtez de prendre les Français pour des abrutis. On n'a jamais pris les Français. D'abord, l'Autriche a pris cette décision parce qu'ils sont seulement à 65% du schéma vaccinal. Alors que nous, on est à 75%. Donc déjà, il y a 10% de moins, c'est énorme. Deuxièmement, moi je ne suis... Alors là, je vous rejoins là-dessus. Là, il y a une atteinte totale aux libertés individuelles. Il y a un moment, surtout quand on sait... le personnel hospitalier. Surtout quand on sait que la transmission du virus se fait aussi bien par les personnes vaccinées que non vaccinées. Donc je ne vois pas l'intérêt d'enfermer, de confiner les non-vaccinés pendant une certaine période. Et toujours avec le même objectif. C'est toujours le même problème, les lits de réanimation. Puisqu'aujourd'hui, le Covid se soigne, la Covid se soigne, on en meurt de moins en moins, et donc on ne va pas enfermer et confiner les gens parce qu'uniquement on n'a encore pas assez de lits de réanimation. Donc il y a un moment, il ne faut pas... le pass sanitaire, ok, c'était le pass de la liberté, mais il y a un pas à ne pas franchir. Mais après, on va vivre dans quoi? Dans une société totalement aseptisée, et le virus de la grippe, et les gastro, etc. Donc pour chaque maladie, on va restreindre les libertés aux gens. Non, il faut arrêter maintenant. 3 morts dans mon entourage familial, vraiment en réanimation à l'hôpital, c'est une horreur. Donc c'était pas n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord avec vos propos sur le confinement. Avant vaccination. Voilà, tout à fait. Totalement d'accord avec vos propos. En revanche, je suis inconditionnelle de l'interdiction d'avoir du personnel soignant. J'ai ma belle-mère qui est morte. Pour moi, c'est de l'éthique. Soignant qui l'a contaminé. C'est de l'éthique. Voilà. Et dans les EHPAD, on aurait dû le faire au début, on aurait eu beaucoup moins de problèmes. Donc il y a une éthique professionnelle et une obligation dans certains cas, pour répondre à Alexandre. Je sais bien qu'on peut, mais alors à ce moment-là, on quitte son boulot. Moi, il y a au moins des populations, en tout cas, sur lesquelles on a le droit d'exiger qu'elles soient vaccinées. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a une balance à faire et que vous avez le droit de ne pas vouloir qu'on vous injecte quelque chose. Il faut aussi en appeler à la responsabilité individuelle. Quelqu'un qui n'est pas vacciné peut aussi de lui-même rester chez lui en télétravail. Je veux bien, mais moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est le procès qu'on a fait aux soignants, parce que pendant 1 an et demi ou 1 an avant que la vaccination puisse être déployée, ils ont fait le job, parfois au péril de leur vie. Au bout du compte, il n'y a pas tant que ça de personnels soignants qui ne sont pas vaccinés. Non, mais d'accord. Regardez le taux de décès chez les soignants. Finalement, il est relativement réduit parce que c'est une population qui est plus jeune que la population qui a été malheureusement atteinte par le Covid. Donc le risque a été relatif. Et on les a encensés. Après, on les a, pour ceux qui ne voulaient pas jouer le jeu, mais oui, mais c'est aussi un sujet. Et regardez, les personnes qui peuvent être aujourd'hui contaminées à l'hôpital par le Covid peuvent être aussi des gens qui sont vaccinés. Tout à fait. Et c'est pour ça que les soignants. La mesure en Autriche n'a aucun sens. À un moment donné, il faut trouver le bon équilibre. Le bon équilibre, c'est aussi de respecter les libertés des uns. Par contre, qu'on dise aux gens, vous ne voulez pas vous vacciner, à un moment donné, aux
urgences ou dans un EHPAD, c'est imprudent, donc on vous met de côté, ou on réorganise votre poste. Je rejoins ce que dit Sophie, on l'a fait en France, on a beaucoup critiqué Macron sur la première gestion de la première crise. Mais arrêtez de stigmatiser, il ne faut pas stigmatiser comme on fracture comme ça la société. Mais la dernière partie, il l'a plutôt bien réussi aujourd'hui. Très bien réussi. Alors, et je veux dire qu'on a critiqué ce pass sanitaire, et là, quand il a parlé simplement de la troisième vague. Mais enfin, je ne sais pas si c'était au président de la République de parler de ça. Le ministre de la Santé aura pu le faire. Je suis d'accord parce que c'est vraiment avec vous, au chef de l'État de dire prenez rendez-vous, les rendez-vous sont disponibles sur Doctolib, il ne faut pas non plus exagérer. C'est un autre sujet, mais quand il parle, il y a 80 000 qui prennent rendez-vous à la seconde. Et le ministre de la Santé, on s'en fout. Alors voilà. Bon. De toute façon, c'est pas à l'ordre du jour. On n'a pas fini de ce sujet. Alors, on a Gilles en ligne avec nous. Bonjour Gilles, vous nous appelez de la Drôme. Oui, bonjour. Je vous écoute, là, j'aime bien vous écouter. Mais là, j'ai les cheveux qui se lèvent droit sur la tête, quoi. Aïe. Ouais. Pourquoi parce que moi, j'ai 61 ans. Je me suis vacciné un peu sous la pression, un peu tout le monde, et puis bon, c'est naturel. Bon, j'ai les 2 vaccins, j'ai mon pass. Il est hors de question que je fasse une 3e dose, une 4e dose. On va où, là? Quand je regarde les morts... C'est la dose de rappel, hein. Allez-y, oui, c'est un rappel. Arrêtez, mais je peux comprendre. Moi, j'ai pas envie non plus. Ce n'est pas un rappel. Un rappel, le tétanos, j'ai eu un rappel, vous l'avez 5 ans après, c'est fini. Là, pendant combien d'années on va se choper une dose tous les 6 mois? Je vous comprends. La grippe, c'est tous les ans, le vaccin de la grippe. Vous n'avez pas forcément raison, mais je vous comprends. C'est tous les ans le vaccin. Oui, mais la grippe, c'est tous les ans. Pour l'instant, c'est une épidémie qu'on connaît avant quand le vaccin, on va trouver un vaccin. Relativement peu. On observe qu'effectivement... Mais la grippe, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Il ne conditionne pas le pass sanitaire. Non, mais ce que je veux dire par rapport au rappel, c'est que on se rend compte que le vaccin n'est peut-être pas efficace sur une durée aussi longue que celui de la grippe. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rappel. Ouais, on peut entendre ça, mais là encore, la problématique, c'est l'obligation et c'est la conditionnalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le Covid, demain, ce sera sur la grippe, après-demain, ce sera sur la gastro, après-demain, ce sera sur autre chose. Et c'est ce que j'appelle effectivement cette dérive vers un monde où, à un moment donné, le contrôle sanitaire va s'ajouter à tous les autres contrôles. Dans quel but? Allez, continuez votre pensée. Non, il n'y a pas de but. Je pense qu'il faut que sur ces questions-là... C'est le totalitarisme mondial. Écoutez, on peut chacun y voir l'interprétation. Mon sujet n'est pas là. Mon sujet, c'est que sur ce type de questions, on ne peut pas débattre comme ça dans le chaud de la crise et qu'à un moment donné, c'est pas un pouvoir. C'est pourtant là que ça s'intervient. Oui, mais après, non, mais attendez, qu'on gère la crise, c'est une chose, qu'après on mette en place des mesures durables. Si on doit aller vers ce type de fonctionnement de société, il va vraiment falloir qu'on organise un débat en profondeur et que les Français comprennent de quoi ils retournent. Parce que à court terme, je veux bien qu'on prenne des mesures. Je peux ne pas être d'accord avec certaines, mais ça fait partie du débat et on peut en parler encore heureux en France. En revanche, si demain il faut basculer dans un système où le contrôle sanitaire devient la règle et la norme, eh bien je pense qu'il faut qu'on aille très loin dans la façon dont on va en débattre en démocratie. Et je veux pas jouer le pessimiste, et je veux pas jouer le pessimiste, mais on n'est pas encore avec un nouveau variant qui va peut-être demain nous tomber dessus. Parce que encore une fois, nous n'avons pas vacciné les pays en développement assez suffisamment, et que un variant demain peut subvenir d'Afrique subsaharienne, et à nouveau, on va être confiné parce qu'on n'aura pas vacciné la majorité de la population mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Absolument. Mais moi, je comprends bien le raisonnement d'Alexandre et je souscris à la fin de son propos quand il dit on a été obligé de prendre certaines décisions sous la pression de la crise et on n'a pas eu le temps d'en délibérer ni au Parlement, ni vraiment dans des instances démocratiques, alors que ça a remis en cause des pans entiers de nos modes de vie. Donc ça, je conçois parfaitement et j'étais le premier à dire, quand il y a eu les annonces de confinement et puis tous les débats autour de la vaccination, qu'il fallait avoir des décisions qui étaient proportionnées à la menace. Ceci étant dit, si la menace est réelle, et je pense qu'elle l'a été, et ça pourrait être pire demain, on pourrait avoir un virus encore plus dangereux, encore plus létal. Et dans ce cas-là, pardon, mais le débat philosophique sur la liberté individuelle qui prime sur tout, s'il y avait des morts partout dans les rues et des hôpitaux complètement engorgés, excusez-moi, ça serait juste surréaliste. Voilà. Je trouve que dans les deux cas, le problème, c'est le dogmatisme. Le dogmatisme du tout sanitaire, dire demain, on va imposer aux gens de se balader tout le temps avec un pass sanitaire parce qu'ils risquent d'être porteurs d'un germe, ça serait délirant et inacceptable. Mais à l'inverse, je trouve que la position de certains sur la liberté à tout prix, y compris au prix de la vie des autres, c'est aussi surréaliste, quoi. C'est qu'à un moment donné, on vit en société, et en société, il y a des règles. Et donc, les règles, elles peuvent évoluer en fonction du niveau de menace et de degré. Si demain, le pays était envahi, il faudrait rétablir la conscription
repartir dans les casernes, etc. Et on pourrait pas dire, ah non, mais moi, j'ai pas envie d'aller me battre. Vous voyez ce que je veux dire? Objecteur de conscience. Faut arrêter de déconner. On a fait la commémoration du 11 novembre il n'y a pas longtemps. S'il y avait eu des millions, les braves poilus qu'on a envoyés dans les tranchées, s'ils avaient appliqué le raisonnement de Florian Philippot et d'autres, ils auraient dit, ah non, mais moi, les Allemands, j'ai rien contre eux, je vais pas me battre. Bah oui, enfin, si tout le monde raisonne comme ça, le pays est envahi et il y a plus de pays. Donc à un moment donné, effectivement, il faut quand même être raisonnable. Je suis assez d'accord. La discipline disparue est très grave, car c'était le règne de l'individualisme. Je m'en fous, c'est moi d'abord et tant pis pour les autres. Et donc je pense que ça va dans le même sens et qu'il faut absolument reprendre une discipline collective. Et c'est l'heure de marquer une toute petite pause et on va revenir, on va évoquer les propos d'Éric Zemmour à propos de la responsabilité de François Hollande. Dans le cadre des attentats du Bataclan. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, débat. Les débats continuent même pendant. Même hors antenne. Même hors antenne. On va quand même changer de sujet. On va revenir sur les propos d'Éric Zemmour. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait. C'était au Bataclan. C'est ça qui est important. C'est qu'il était devant le Bataclan le 13 novembre. Des propos tenus en pleine commémoration qui ont suscité beaucoup de réactions et même une polémique. À tout écouter. François Hollande, qui ne l'ignorait pas, il ne savait pas évidemment quel migrant, quel terroriste serait, mais il savait qu'il y aurait des terroristes, n'a pas protégé les Français. Et il a pris une décision absolument criminelle de laisser les frontières ouvertes, alors même que pour une fois, les accords de Schengen permettaient d'être suspendus et de fermer les frontières. Voilà. Moi, je suis très embêtée parce que c'est la première fois que je prends Zemmour en flagrant délit de faute d'intelligence. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Hein, non mais attendez. Je voudrais m'expliquer 2 minutes. Ouais, moi aussi. Je dis 2 minutes. Je dis que c'est une mauvaise foi caractérisée. Autant il a justifié beaucoup de positions avec culture et intelligence. Et voilà. Autant là... et en plus, je l'ai vécu en direct cette période, puisque j'étais un jour à Matignon avec un conseiller économique. Sophie, ne racontez pas votre vie. Mais si. Et j'étais en train de parler d'entreprise comme d'habitude, et je dis à la fille qui était là, le Premier ministre appelait tout le temps, c'était Valls, je dis, vous vous en fichez complètement de ce que je suis en train de demander. Et elle m'a dit, oui. Alors là, quand même, assez scotché. Il me dit, vous savez quoi, le Premier ministre a un seul truc qui l'intéresse. Nous savons qu'il va y avoir un attentat épouvantable. Nous savons pas d'où il viendra, quel il sera, à quel moment il se produira. Le Premier ministre ne dort pas la nuit, ne s'intéresse plus à rien. C'était pile un mois avant l'attentat. Donc là, j'avais des frissons dans le dos. Et c'est vrai qu'il y avait cette menace qui planait et qu'on ne pouvait rien faire. Mais comment est-ce que Zemmour peut prétendre qu'on pouvait faire quelque chose? Que François Hollande soit au courant qu'il y ait des risques d'attentats. Et d'ailleurs, à cette période, il y avait des risques d'attentats élevés sur tout le territoire. Mais que François Hollande... soit au courant que le 15 novembre, il y aurait une série d'attentats à une heure précise. C'est affreux de dire des choses comme ça. Surtout en plus, il ajoute, il aurait dû fermer les frontières. Mais il ne pense même pas aux frontières entre la France et la Belgique. Il parle tout le temps des frontières avec le Maghreb ou avec les autres pays. Et donc, il venait de Belgique. Donc, comment imaginer une minute que les auteurs des attentats du 15 novembre viennent de Belgique, et ou pour certains d'ailleurs, habitaient même le sol français. Donc, c'est une aberration, c'est une erreur vraiment infamante, je trouve. D'ailleurs, pour les victimes, pour nous-mêmes et pour l'unité française. Nous avions réussi à faire une unité française après ces attentats, et là, patatras, il met l'unité française. Évidemment, Sophie, les auditeurs se plaignent que vous coupez la parole. Donc, c'est vrai. Alexis Bachelet. Non, mais bon, je crois qu'Éric Zemmour a décidé qu'il ne respecterait rien pendant cette campagne présidentielle. Je crois qu'il est dans l'outrance permanente et que pour continuer à exister, à faire exister sa candidature, qui n'est même pas déclarée, mais qui en soi est déjà un début d'imposture, parce qu'à la limite, s'il serait déjà candidat, au moins, il pourrait dire, voilà, c'est ça que je veux présenter au pays. Là, il est encore dans une posture où il est candidat sans lettres. Et il fait effectivement fi de toute règle et de toute éthique et de toute déontologie et de tout respect, puisqu'en plus, on est dans le procès des attentats du 13 novembre. Oui. C'est-à-dire que c'est depuis ignoble de le faire maintenant un mois,
chaque jour, il y a devant les tribunaux les victimes de ces attentats et les coupables qui vont être jugés et qui sont en train d'être jugés. Et donc, on est dans ce moment aussi où chacun se rappelle où il était, comment il a vécu cette soirée terrible. Et on n'imagine pas un instant que les pouvoirs publics, s'ils avaient eu les moyens d'intercepter ces commandos et de les mettre en état de nuire, comme ça a été fait d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'attentats déjoués, on ne le dit jamais. Oui. Et Zemmour ne le dira jamais, mais il y a eu des dizaines et des dizaines d'attentats déjoués dans cette époque, dans cette période-là et depuis cette période-là. Et donc, c'est quelque part une forme comment dire, d'irrespect. Tout est bon, voilà, tout est bon pour faire campagne. On peut dire les pires atrocités, on peut mettre en cause tout le monde, n'importe quand, n'importe comment, sans preuve. Et Zemmour, c'est ça, quoi. Voilà, c'est un voyou. Il fait une campagne de voyou. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, faut mettre un mot sur les choses. Je pense que il n'a aucun respect pour rien ni pour personne. Et peut-être que ça plaît à certains, mais moi, je pense que la majorité des Français trouve ça odieux et ne valide pas. C'est aussi le niveau de la campagne, hein, globalement. On pourra parler, évidemment, beaucoup de nos auditeurs nous disent, vous ne parlez pas de Raquel Garrido. Si, on peut parler aussi de Raquel Garrido, qui appelle... Mais elle n'est pas candidate à la présidentielle, donc elle dit des bêtises et on en dit tout le temps, mais bon... Alexandre, on est habitué, pas nouveau. Non, ce qui est vrai, c'est que d'abord, ce n'était ni le lieu ni le moment. Il y avait un message à passer et il avait le droit de le faire pour dire voilà, je suis là pour me recueillir, pour penser, etc. Bon, il a raté cette occasion. Après, s'il a envie d'aller sur le territoire de la responsabilité politique, morale de ceux qui, à un moment donné, étant aux affaires, ont pris des décisions ou n'ont pas pris de décisions, ont fait des lois, ont laissé faire un certain nombre de construction du projet européen avec des frontières qui n'ont pas été mises sous contrôle, etc. Qu'il ait envie d'interroger la responsabilité des hommes politiques. Qu'on puisse dire, par exemple, Nicolas Sarkozy, quand il a, si je puis dire, déstabilisé puis cassé la Libye, a ouvert la porte de l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée et à l'Europe, il l'a fait. Et j'espère qu'il y pense de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se noient en Méditerranée, qui peuvent se dire, tiens, monsieur Sarkozy a peut-être eu une responsabilité. Il en a une indirectement sur la façon dont ça évolue. Voilà, mais c'est ce type de débat, en tout cas, ça peut se poser, pourquoi pas. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que je ne vois pas tellement où ça mène, mais dans tous les cas de figure, c'était pas le lieu et c'était pas l'endroit, ça c'est sûr. Oui. Et il est en train de toucher son plafond de verre. On en parlait tout à l'heure. Éric Zemmour, là, il montre véritablement ses limites et c'est dommage pour lui, en tout cas. Il reste un polémiste. Il a fait d'ailleurs, il a tenu des propos de polémiste, tout simplement. Et vivement janvier, que l'on rentre en campagne officielle, que tous les candidats soient sur la ligne de départ, qu'Éric Zemmour annonce sa candidature et vous verrez, il chutera très vite parce que rien n'est fondé derrière. Pas sûr. Moi j'en suis persuadé. Pas sûr du tout, personne n'en sait rien. Pour l'instant, c'est un vote de protestation. Ouais. Les sondages, c'est un vote de protestation uniquement pour l'instant. Non, mais le point commun de toutes les prises de position d'Éric Zemmour, c'est de fracturer l'unité nationale quand il y en a sur certains sujets et d'essayer de diviser les Français autant que possible sur tous les sujets et même sur des sujets intimes. Je vous renvoie à la polémique sur les prénoms. Voilà. Donc, est-ce que les Français ont envie d'avoir demain un président de la République qui se comporte non pas comme un garant de l'unité de la nation et comme un représentant de tous les Français, mais comme un polémiste sans limite, capable de dire des pires horreurs. Comme tous les extrémistes. Et est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer demain notre pays, quoi? Voilà, non, moi je pense pas. Avec vous. Et donc je pense qu'à un moment donné, les Français diront ça va trop loin, ça n'a ni queue ni tête, parce que comme le disait Alexandre, on peut ouvrir des polémiques sur toute l'histoire de France et remonter très très loin, et même bien avant Pétain. Mais enfin bon, lui déjà il va jusqu'à Pétain, c'est loin déjà. Et déjà il essaie de réécrire cette histoire-là. Ça pose question quand même. Mais est-ce qu'il va réécrire l'histoire française des 70 dernières années à sa manière et voir aux gémonies tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui? Enfin, c'est quand même ça Zemmour depuis le début. Donc à un moment donné, les Français ont besoin aussi de gens qui regardent vers l'avenir et pas que vers le passé. Être président de la République, c'est construire l'avenir de la France. C'est pas réécrire tous les sujets polémiques depuis 150 ans. Quoi. Pour l'instant, il a besoin d'exister aussi, donc de la preuve, c'est qu'on en parle. Faire du buzz. S'il n'avait pas prononcé, non, il a marqué en étant extrême dans ses propos. Et la preuve, c'est que surtout, c'est ça qui est embêtant. Qui représente un vote extrême en France, qui existe, comme l'extrême gauche peut exister. Voilà. Alors
Alors, il n'est pas candidat officiel, donc il bénéficie d'une certaine adhésion, d'un vote protestataire. Vous savez, quand on interroge les Français, parce que pour l'instant, il n'y a que les sondages qui peuvent évaluer ça. Quand on interroge les Français, l'extrême gauche et l'extrême droite sont toujours surévalués dans les sondages, parce que quand les gens ne savent pas pour qui voter, ils disent « Oh, j'ai voté pour l'extrême gauche ou l'extrême droite ». Et il y a toujours 4 points ou 5 points de trop sur les sondages. Donc, attendons qu'il soit officiellement campagne, programme contre programme, mais je rejoins tout ce qu'on dit. On ne peut pas conduire la France, diriger la France sur de la haine en divisant les Français. Un président de la République, cela rassembler l'unité de la France. Et là, il a prouvé qu'il n'était pas capable. On va pas refaire le énième débat sur Zemmour. Mais enfin, son discours, même si on peut juger qu'il est allé trop loin, c'est quand même fondé sur cette radicalité. Et c'est ce qui a plu aux Français. Il est quand même au début. Bien sûr que si. C'est quand même sur les prénoms, c'était lourd. Les prénoms, l'immigration, Pétain. Enfin, je dirais, c'est ce qui marche. Oui, enfin, attention sur beaucoup aussi d'erreurs et de fake news. Je reprends simplement l'idée du nombre de musulmans en France. Il y a 20 millions de musulmans en France. Non, c'est pas vrai. C'est 8% de la population. Donc arrêtons aussi. Tous les journaux, Libération, Le Monde, etc., chaque intervention de Zemmour à la télévision, ils sont obligés de sortir des fake news après. Il annonce des contre-vérités. Ce n'est pas vrai. Il met de l'huile sur la braise. Voilà. Allez, merci à tous les 4. Très bonne journée à vous sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff. À demain.